Bonjour, je m'appelle Marc Chantreux, donc je travaille à l'Université de Strasbourg, j'ai un GitHub, une vie sociale sur le net, hors du net. Je suis un monger, donc développeur Perl. Voilà, en gros, donc l'an dernier j'étais venu à, donc je vais vous présenter un truc sur du beau code Perl. L'historique en fait de ça, c'est que l'an dernier j'étais venu à PyCon 2012 pour vous dire que Picasso ça me brûlait les yeux. Et que par contre, chez Picasso, il y avait de bonnes idées. Que les idées, c'était bien souvent plus intéressant qu'un tableau ou qu'un code. Bref, les idées, ça compte. Et du coup, l'idée, c'est d'absorber ces idées, d'imiter, d'échanger pour pouvoir évoluer. Donc en gros, l'acméisme, le truc dont je parlais l'an dernier, c'était vraiment cette idée que, au-delà des technologies et des langages qu'on utilise, il y a moyen de partager des choses, de partager des idées, de partager des cultures, de partager des événements, de l'orga, par exemple, puis qu'on va faire à Strasbourg cette année. Voilà. Et donc, pendant les questions, il y a quelqu'un qui a demandé si je pouvais montrer du beau code Perl. J'ai essayé d'expliquer que tout ça était très personnel. Et du coup, j'ai un peu réfléchi avant de lui en parler. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. C'était un troll, c'était un challenge, je ne sais pas. En plus, si on essaie de comparer objectivement les deux langages, on a deux gros écosystèmes qui permettent de faire du web, de la science, du SysOp, machin, bref, un peu de tout. On a des deux côtés un langage qui est dynamique, qui permet de faire du higher order, qui permet de faire du métaprogramming, qui est multiparadigme avec des orientations objets, bref. Si vraiment on est objectif, difficile de trancher. Alors, je vais essayer de montrer du beau code Perl. Enfin, je pourrais. Le truc qui vraiment, à la limite, fait une différence, c'est que l'historique de Perl, très actif dans les années 90, et puis à partir de 2002, plus rien. Du coup, il y a des gens qui se sont dit « Perl is dead ». Et à cette époque-là, vous avez commencé à me tanner avec votre puritanisme, votre amour du beau, du vrai. Hein ? Vous savez ce qui est beau et vrai. Nous, on ne sait pas. Nous, on est vieux et on est mort. Ok, admettons. Alors, j'ai une demi-heure pour me venger. Ok ? Vous pouvez toujours l'attendre, votre beau code Perl. Il n'y a pas de souci. Déjà, avant d'enterrer quelque chose, ce serait bien de s'apercevoir qu'il est vraiment mort, ce qui n'est pas trop le cas de Perl en fait. À partir de 2010, après une longue réécriture, il est vrai, une vraie traversée du désert, la communauté s'est réactivée et on en est à une release de Perl par an, avec à chaque fois non seulement de la correction de bugs et ce genre de choses, mais aussi des ajouts de features assez intéressantes. Perl 6, ça aussi, un truc qui était mort, et qui pourtant, depuis 2010, produit une release quasiment par mois pour les early adopters, d'accord ? Donc effectivement, c'est pas à mettre en prod, mais il y a déjà des gens qui font des choses avec. En plus, on a plein d'idées dans la communauté Perl. Rakudo, donc l'implémentation de Perl 6, qui commence à tourner sur la JVM, Parrot qui commence peut-être à sortir un peu donc la virtual machine actuelle de Perl 6 qui commence un peu à être oubliée, et puis MoreVM qui est un nouveau venu, qui se veut être très très light niveau empreinte mémoire. Bref, il continue. Ensuite, il y a des trucs que vous avez... Des projets, par exemple PerlMop, qui est l'intégration dans le corps du système de métaprogramming que je vous montrerai un peu plus tard. Vous avez peut-être entendu parler de Perl 7, de Perl 11, des projets qui tendent à unifier... Non mais c'est sérieux. En gros, j'ai presque envie de dire, parfois la communauté, elle est un tout petit peu trop dynamique. Pour un mort, c'est quand même... En plus, on a 6 pannes. Ça c'est bien. Et pour des morts, ça fait vraiment... Comment dire ? Plus de 120 000 packages,
presque 30 000 distributions, ça augmente quotidiennement. Je pense que ces chiffres sont déjà faux. Bref, cPanne, c'est pas seulement notre écosystème. cPanne, depuis des versions, je ne sais plus, 10 quelque chose, 5.10, bref, 5.12 je crois, ils ont commencé à rajouter des modules qui permettent de modifier l'AST de Perl en Perl. Donc du coup, on peut éteindre le langage. Alors c'est très bien parce que l'écosystème de Perl ne grossit plus dans le corps. Tout le monde expérimente sur cPanne. On n'a pas besoin des autres communautés pour troller Perl. Parce qu'entre nous, il y a des grosses discussions. Et par contre, quand quelque chose fait consensus, petit à petit, c'est intégré dans le corps. Donc par exemple, il y a très longtemps, sur cPanne est apparu un module qui s'appelle IOHandle, qui permet de manipuler les handles comme des objets, avec l'appel de méthode et tout ce truc comme ça. C'est resté très longtemps sur le cPanne. Et puis, ça faisait tellement consensus que depuis Perl 5.14, tous les I.O. nativement dans Perl sont des objets. Donc voilà, c'est non seulement une terre d'expérimentation, mais une terre d'incubation. Du coup, en fait, vous qui venez du monde Python, vous aurez peut-être du mal avec ce qui est appelé le One True Syntax Syndrome. Nous, on n'en veut pas. Au contraire, c'est quelque chose qu'on pense castrateur. Voilà. Je vais essayer de vous soigner avec l'aide de mon assistant, Tim Toddy. Ça veut dire « there is more than one way to do it ». Pardon. OK. There is more than one way to do it. Qui consiste à dire justement qu'une des richesses d'un langage, contrairement à ce que dit Python, c'est justement le fait de pouvoir s'exprimer de manière différente. Donc je vais montrer des exemples assez larges de façon de s'exprimer en Perl. Je tiens à dire, je suis en mode, enfin, c'est de l'humour, ok? Et je sais très bien que tout ça est très personnel, ok? C'est la deuxième année maintenant que je le dis. C'est personnel, c'est pas grave. OK. Hello World. Hello World dans Python. Avec un petit truc en plus qui est... Non, en fait, Python 3. Hein. Ne me parlez pas de Python 2. Mais Python 3, j'ai rajouté le fait qu'il y ait des symboles UTF-8, machin. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un truc de base de Python. Tout le monde est d'accord? Un argument, machin, facultatif. En Perl, tout est toujours beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que Perl a une histoire. Perl est rétrocompatible depuis les toutes premières versions de Perl 5, donc ça fait 20-25 ans, un truc comme ça, donc c'est vieux. Par contre, ils aiment bien ajouter des nouveaux trucs dans le langage. Donc, pour éviter de casser la rétrocompatibilité, ils font un appel massif au pragma. Donc, par exemple, useStrict, c'est pour éviter de faire n'importe quoi avec les symboles, les trucs comme ça. Bref, les crapuleries qu'on aimait bien dans les années 90 et qui sont un peu passées de mode. UseWarning, c'est pour afficher des messages beaucoup plus rapidement que ce qu'on attendait de Perl dans les années 90. UseFeatures, donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a des nouveaux clés, il y a des nouvelles syntaxes qui sont introduites dans le langage depuis 5.10, et il ne faut pas que ces mots-clés viennent casser ce qui existait déjà. Donc du coup, l'idée, c'est d'utiliser un pragma pour dire « je vais utiliser cette version de Perl ». On a le même interpréteur qui peut interpréter du vieux Perl et du Perl moderne si vous utilisez le bon pragma. UseUTF-8, c'est pour pouvoir mettre des symboles UTF-8 directement dans le source. UseOpen STD UTF-8, c'est pour que tous les I.O. par défaut soient UTF-8, y compris les STD I.O. Charname, c'est pour pouvoir utiliser les noms des symboles UTF-8, machin, bon, bref. Et méthode signature, c'est un module justement issu de cette richesse qui nous vient du cPanne et qui n'est pas encore dans le corps. Ça, on espère que ça ne saurait tarder pour certains.
Donc du coup, voilà, ça fait beaucoup de pragma pour commencer à bosser. Par contre, la signature, pour ceux qui connaissaient le vieux Perl, c'est un peu différent. Donc vous avez un peu, je ne vais pas expliquer parce que ça ressemble quand même vachement à du Python, la signature. Say, c'est simplement un mot-clé qui fait un print, mais qui fait comme le print de Python, qui fait un retour à la ligne après la chaîne. Et évidemment, pas de parenthèse. Et les virgules, en fait, sont là simplement pour dire, pour splitter la chaîne en plusieurs lignes. Donc c'est un tableau, en fait. Bon, mais en fait, on n'a pas envie d'écrire en permanence ce genre de pragma. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à voir sur le CPAN apparaître des pragmas qui font consensus, des groupes de pragmas qui font consensus. Donc on va pouvoir remplacer les use strict, use warning, use feature par modern Perl. Use UTF-8, blablabla, au bout d'un moment on en a eu marre et ils ont fait UTF-8 all. Use method signature, donc pour avoir le système de signature dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Et du coup, en fait, ce qui arrive vraiment maintenant, c'est que dans les projets, ils font leur propre bundle. Et donc, en gros, ça ressemble à ça, quoi. La plupart du temps, ça ressemble plus à ça qu'à ce que je vous ai montré avant. L'appel de fonction hello, qui est directement derrière. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer... au lieu de vous arracher les ongles un à un, je vais plutôt vous montrer quelques autres possibilités de la syntaxe Perl. On va parler un tout petit peu du line noise. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc où j'aimerais dire que, toujours, c'est une question de goût. Les gens du monde Perl peuvent écrire hello, hello avec des parenthèses derrière, hello entre parenthèses. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est hello tout seul qui va déclencher l'appel de la fonction. En fait, le principe de Huffman dit, en gros, on essaie les cas les plus fréquents d'utilisation, on essaie d'avoir les écritures les plus simples. Donc en gros, comme on appelle normalement la fonction plus souvent qu'on y fait référence, contrairement à Python qui passe, si on donne juste le symbole qui passe la référence à la fonction, hello va juste hello sans autre symbole va provoquer un appel. Évidemment, on peut quand même rajouter des parenthèses au cas où on aura envie que ce soit plus dans ce qu'on aime. Donc, hello avec paramètres. Et en gros, j'essaie de montrer, enfin pour moi, clairement, l'expression là qui est plus bas, le sum, en Python, on ne pourrait pas faire l'économie de toutes ces parenthèses. Moi, clairement, je pense que ça nuit à la lisibilité et la dernière version me paraît plus simple. Donc en gros, on a simplement viré les parenthèses là où elles n'étaient pas nécessaires. Et donc, G de X provoque une expression qui est passée à F de X, qui est passée à F. Voilà. N'hésitez pas à me couper si ça fait mal. Ok, les signatures. Petite fonction, donc je rajoute à mon Hello World. Qu'est-ce que je rajoute dans cette fonction? Je vais donc toujours avec une valeur par défaut, un deuxième paramètre qui est par défaut à language. Ensuite, je dis si si ou contient PHP, genre PHP user. Je teste en lowercase pour pouvoir tester de manière case insensitive. Je raise une exception. PHP not allowed. Ensuite, si le langage n'a pas été défini, donc si j'ai utilisé la fonction avec un seul paramètre, je print un message et je set le langage à Perl. Ensuite, je reprends simplement le print qu'on avait vu avant. En Perl, ça donne ça. Donc dans la signature de la fonction, on va dire que who sera testé avec une sub, donc une fonction, qui va tester qu'effectivement il n'y a pas PHP dedans. Je reviendrai, c'est très concis, mais je reviendrai en fait plus en détail du pourquoi ça s'écrit comme ça.
Mais en gros, ça permet de créer un sous-type. Ah oui, j'aurais pu mettre str, ou on peut typer, ou, mais je reviendrai là-dessus un peu plus loin, en fait. Et donc, par défaut, c'est TeamToddy, et le langage, le point d'interrogation derrière le langage signifie que c'est facultatif. On n'est pas obligé de lui passer un langage. Donc, première ligne de code, language. Alors, ce symbole-là signifie si pas défini, j'évalue un bloc. Le bloc do, en fait, alors en Perl, à chaque fois qu'on évalue un bloc, la dernière exécution dans le bloc est retournée. Il n'y a pas besoin de return, en fait. Donc là, en gros, il va faire un say, exactement comme le faisait la version Python. Hein. Il fait un say, et il affecte, il renvoie Perl. Donc comme il y a une égalité language égale ce bloc, language va valoir Perl. Say, bon, j'en reparle pas. Et deux appels en dessous, hello Larry ou hello Guido Python. Cet opérateur est intéressant parce que ça se décline très bien. En gros, en Python, quand on veut écrire, par exemple, que si le langage est non, alors je fais un langage est fou. Si le langage est toujours non, alors je fais langage est égal à barre. S'il est toujours, bon, évidemment, là c'est un peu con parce que je fais un lang égale Perl et ensuite je reteste s'il est à non. Mais en gros, voilà. C'est un peu, pour moi, c'est typiquement le genre de choses. Et comme je dis, je répète, c'est complètement personnel. Je n'aime pas avoir à dépouiller 10 lignes de code pour savoir ce que le gars fait. J'aime bien avoir une expression. Donc, en Perl, on aura plus tendance à dire si le langage n'est pas défini, alors j'essaie de lui affecter le retour de foo. Si le retour de foo n'était pas défini, donc en fait vous avez le // qui signifie si pas défini, et en fait c'est un opérateur logique, de même que on va voir l'opérateur ou. Sauf qu'effectivement, au lieu de renvoyer un booléen, il va renvoyer la dernière expression. Cette idée de toujours envoyer la dernière expression qu'on a évaluée. En plein milieu, je peux foutre un bloc qui sera évalué et qui retourne la dernière valeur. Donc là, évidemment, 34 ne sera jamais la valeur de language, vu que de toute façon, le do va toujours envoyer Perl. Donc language égale Perl. Ça marche aussi avec le ou, d'accord? Donc, en gros, on peut écrire ça de la même manière, mais pareil, en Python, c'est un peu plus verbeux, not lang, not lang, not lang. En Perl, on a des opérateurs pour ça. Comme je vous disais, il n'y a pas besoin de return. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas en mettre. Vous pouvez en mettre. Le mot-clé existe. Et donc, du coup, je vais vous montrer des exemples de fonctions. Donc, on prend double peine qui retourne x fois x. D'ailleurs, c'est pas double, mais bon. Je fais l'erreur à chaque fois. Donc, en gros, il n'y a pas besoin de return. On a un bloc. Ce bloc est évalué. Il renvoie donc la dernière expression, donc x fois x. En Python, par exemple, on aura def_ly. If ly inférieur à 18, return 18. Par contre, dans tous les autres cas, return age. Ça s'écrit de multiples manières en Perl, du coup. If age inférieur à 18, je vais exécuter ce bloc. Comme ce bloc est la dernière, donc 18, comme ce bloc est la dernière exécution de la fonction renvoie 18. Else age. Je peux utiliser return. Return, donc ouais, en fait, j'aurais dû inverser les deux dias, les deux autres fonctions. Celle du bas, en fait, if age inférieur à 18, return age, et ensuite, si j'arrive, donc je me sers d'un return en fait pour casser la logique. C'est à un moment quand je sais dans la fonction que j'ai une valeur que je peux produire et que je peux m'arrêter là, je fais le return uniquement à ce moment-là.
La version du dessus est simplement une version raccourcie. C'est du sucre syntaxique autour des structures de contrôle. Sachant que ces raccourcis sont homogènes, c'est-à-dire en fait ça va marcher avec while, ça va marcher avec for, vous pouvez tout écrire de manière préfixée comme ça. Les trucs à savoir sur les listes. Sérieusement ? Ok. Bon, du coup, je vais vraiment essayer d'aller super vite. Attends, je suis désolé. Je pensais, ouais, bon, ok. Donc, je vais essayer d'aller vite sur, ok. Perl, aujourd'hui, ça ressemble à ça, d'accord. Musique d'éclair, si vous faites des objets, vous allez avoir ce genre de choses. As va créer un appel, va créer en fait un membre X qui est un num, qui est read et write, donc il va créer le getter et le setter, qui par défaut sera à 0. On peut très bien créer des choses comme c'est lazy, et je donne une sup qui va construire l'attribut au moment où c'est créé. On a méthode upper, donc c'est vraiment une méthode où on retrouve le self dedans comme mot-clé. Là, on extend point, donc clairement, ceux qui font de l'objet régulièrement ne seront pas désolés. Vous avez les décorateurs. En Python, vous ne les avez pas en Perl. Par contre, du coup, vous avez des mots-clés qui du coup, étant de la syntaxe, comme par exemple before, qui vont vous permettre de faire quelque chose avant une méthode. Évidemment, ça se décline, il y a after, il y a around, du coup, ça permet de faire exactement ce que les déclarateurs font. On peut très facilement subtyper quand on programme avec ce genre de module. Donc par exemple, j'ai besoin d'un positive int, qui est un int à la base, mais qui va répondre à la contrainte d'être supérieur à 0. Et si jamais ça ne l'est pas, je balance le message indiqué. Ce genre de choses, ce genre de type, ensuite vous pouvez évidemment le réexploiter dans les signatures. Donc là par exemple, upper prend un num, on pourrait très bien dire que upper prend un positive integer. Du coup, je parlerai pas je parlerai très rapidement les rôles pour ceux qui ont vu ça dans les modèles objets, genre close et choses comme ça. On peut effectivement produire ce genre il y a un système de rôles dans Moose. Donc ça permet très facilement de créer de la composition sans avoir, de ne pas hériter en fait, de faire de la composition. C'est une base de design pattern, mais c'est directement dans le langage. Voilà, ça c'est pour l'eau. J'aimerais quand même montrer aussi du higher order. Donc en fait, je définis un itérateur qui va simplement ramener les itérations successives des entiers naturels. Je peux l'appeler directement donc avec la méthode next. En Perl, en fait, ça par contre, ça n'existe pas. Le générateur n'existe pas. Par contre, on a les closures, et les closures suffisent tout à fait à produire ce genre de choses. Évidemment, on n'aura pas des choses aussi fines que seek, par exemple. D'un autre côté, honnêtement, en Python, j'ai jamais vu un usage de seek. Mais bon, si jamais vous avez des codes à montrer à ce niveau-là, je suis preneur. Donc en Perl, en fait, on va simplement renvoyer une fonction anonyme qui encapsule l'état d'une variable au moment où elle a été créée. C'est vraiment la closure comme vous allez la trouver dans n'importe quel langage fonctionnel. Du coup, on peut faire un my est égal à iter_from, qui va renvoyer cette closure, et on peut appeler cette closure en y faisant référence, donc la flèche en Perl, et entre parenthèses, c'est les parenthèses qui provoquent en fait l'appel de la fonction. Du coup, si vous utilisez par exemple TechWhile, vous allez pouvoir écrire des choses comme ça en Python, donc un map de lambda, un TechWhile de lambda d'un map de lambda. En Perl, en fait, on a cette notion de $_. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent ça dégueulasse, mais mine de rien, c'est fortement pratique. Et là, typiquement, vous avez la même expression qui sera écrite, à mon avis, de manière plus lisible en Perl,
parce que beaucoup moins tassé. Après, on peut effectivement écrire sous la forme de fort, mais c'est toujours pas aussi élégant à mon goût. Je veux pas vous faire peur, mais ça arrive. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour ta présentation.